Bienvenue à Hockey le Magazine encore cette semaine. Jasmin, qu'est-ce que tu as pour nous? J'ai rencontré Paul Ménard, directeur général de Hockey Québec. Pour une deuxième fois cette saison, on l'avait vu en début de saison également. On va parler de d'autres objectifs qu'Hockey Québec ont cette saison. Toi, de ton côté, tu as rencontré Pierre Allard. Oui, Pierre Allard en gymnase. Alors, tout ce qu'on fait en gym, on est supposé d'être capable de transférer ça sur la patinoire. Comment on s'y prend? À Hockey le Magazine, c'est parti. Hockey le Magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor passe à l'action. On retrouve encore une fois cette semaine à Hockey le Magazine M. Paul Ménard, directeur général de Hockey Québec. Merci beaucoup, M. Ménard, d'être avec nous. Toujours un plaisir. On va parler cette semaine des autres changements qui ont eu lieu cette saison à Hockey Québec. On a parlé il y a quelques semaines du novice demi-glace qui s'était fait. J'aimerais parler avec vous d'un autre grand changement que vous avez amené cette année, qui est le guide de l'entraîneur. Quelque chose que je pense aussi que vous parlez depuis plusieurs années, que vous vouliez amener depuis plusieurs années. Qu'est-ce que le guide de l'entraîneur d'abord? En fait, le guide de l'entraîneur fait partie des actions découlant du plan stratégique auquel on avait présenté que ce qu'on désirait dans le plan stratégique était d'améliorer l'encadrement, améliorer l'encadrement des entraîneurs. On sait que si nos entraîneurs ont les outils nécessaires, bien, ils vont faire en sorte que nos joueurs vont avoir du plaisir à jouer, vont mieux réussir, vont constater leur progrès et à ce moment-là, bien, ils sont heureux de jouer au hockey et pour nous, c'est très important. Donc, le guide, en fait, permet à un entraîneur qui soit débutant ou qui est entraîneur depuis quelques années d'aller chercher des éléments dans ce guide-là qui vont lui aider à planifier sa saison et organiser sa saison. Le premier module du guide qui a été sorti était surtout pour les entraîneurs qui débutent et qui préparent leur saison dans le sens de préparer leur camp d'entraînement, préparer en fait la sélection des adjoints, s'assurer que tout était en place pour débuter leur saison, sélection des joueurs et que tout était en place pour débuter la saison. Le deuxième module de ce guide-là va un petit peu plus en profondeur dans la saison. Et là, c'est d'organiser sa saison. Autant la préparation de match que les retours après le match, autant la gestion d'un banc, autant les rôles des intervenants, des adjoints. Et, donc, le deuxième module du guide va un peu plus en profondeur que le premier, qui, quand même, le premier touchait le cheminement du joueur et ce qui était nécessaire au niveau des joueurs, c'est-à-dire le pourcentage au niveau des habiletés, au pourcentage au niveau des jeux, du jeu collectif. Et, donc, le deuxième module va plus loin un peu. Là. Et en terminant, vous en avez parlé un peu au début de notre entretien, il y a un aspect aussi avec le côté plaisir du hockey, que cette année, je pense que vous avez vraiment voulu mettre de l'avant. Ouais. Bon, évidemment, à chaque année, on veut que les jeunes aient du plaisir, mais cette année, vous avez mis l'emphase vraiment là-dessus, sur ce mot-là, pour que les jeunes progressent vraiment de ce côté-là et aient du plaisir à jouer au hockey. C'est majeur. Ouais. Le plaisir est majeur. Que ce soit un jeune qui joue au hockey, un jeune ou une jeune, parce qu'il y a des jeunes filles, que ce soit ceux qui sont au niveau récréatif, qu'au niveau compétitif ou élite, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y aura pas le développement adéquat. Non seulement pour le jeune, mais pour l'ensemble. L'environnement autour de la chambre des joueurs, c'est quoi? S'assurer que les jeunes garçons, jeunes filles se présentent à l'aréna et ils ont le goût d'y être et ils veulent y être. Donc, ça, c'est bien important pour nous. Aviez-vous l'impression, dans les dernières années, c'est un côté qui avait été délaissé un peu? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait des jeunes qui, justement, avaient moins de plaisir et que vous avez voulu refocuser là-dessus cette saison? Ce qu'on a senti, c'est qu'il y avait beaucoup de pression. Il y avait beaucoup de pression sur les jeunes, même à bas âge et même dans les classes récréatives. On a senti qu'il y avait quand même, il y a quand même une pression et ce qui est important pour un jeune, c'est qu'il désire jouer au hockey. Ouais. Le désir de jouer au hockey se fait toujours avec « Hey, je veux y aller à l'aréna, je veux jouer mon match, je veux faire mon entraînement, je veux être là. » Redescendre un peu la pression, en fait. Exactement. Bien, merci beaucoup, M. Ménard, pour ces réponses. Plaisir.
À notre question de la semaine, on parle cette semaine de Samuel Poulain et Nathan Légaré, deux joueurs de l'organisation des Penguins de Pittsburgh qui ont eu une belle histoire. Ils ont été repêchés par la même équipe lors du repêchage. Danny, c'est pas des histoires comme ça qu'on aime le hockey, des belles histoires humaines. Les Siamois, ils ont été ensemble toute leur jeunesse, mais il y a quelque chose de particulier lorsque les joueurs jouent constamment ensemble. Ils ne se cherchent plus sur la patinoire. Ils peuvent même deviner anticiper ce que leur coéquipier va faire. C'est très précieux. Des fois, on parle de chimie, mais ça va plus loin que ça. C'est le niveau ultime de la chimie. Exactement. Et ça permet à des joueurs de faire des choses que, lorsqu'ils sont combinés, ne réussiront peut-être pas de la même façon lorsqu'ils sont séparés l'un de l'autre. Et cette semaine, on se demande à quel âge ils ont commencé à jouer ensemble pour la toute première fois. Est-ce que c'était A, à 5 ans, B, à 7 ans ou C, à 10 ans? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause à quel âge Samuel Poulain et Nathan Légaré ont-ils joué ensemble pour la première fois au hockey mineur? La réponse est B, à 7 ans. Et là, maintenant, Danny, dans les prochaines années, ce qu'on va surveiller, c'est est-ce qu'on va les revoir jouer ensemble avec les Penguins de Pittsburgh dans la LNH? Et la grande question, c'est peut-être qu'ils vont être dans le même alignement, mais est-ce que l'entraîneur va consentir à les faire jouer ensemble? Ouais. Et ça, c'est un autre débat complètement, parce que, bon, le cheminement, la progression de chacun des joueurs. Mais si les deux réussissent à atteindre le même niveau de jeu, ça va vraiment être intéressant de voir comment tout ça va tourner parce que, dans le fond, la force, le jumelage des talents, à l'occasion, ça nous amène à avoir des belles choses. C'est déjà une belle histoire et ça pourrait le devenir encore plus dans les prochaines années. Ouais. Bonjour Pierre. Aujourd'hui, tu nous parles de l'explosion. Souvent, une bagarre pour une rondelle libre, ça se gagne dans les premiers pieds. C'est comment le joueur est capable de sortir le plus rapidement possible pour arriver le premier à la rondelle. Donc, en gymnase, comment on travaille ça? Bien, en gymnase, on va travailler avec un concept de pliométrie. Oui. Donc, la pliométrie qui est vraiment la force et la vitesse. Donc, on revient encore avec l'application de la force, mais de le faire rapidement. Donc, comme tu disais, les départs rapides, ça se déroule dans des courtes distances, dans de courtes distances. Donc, on veut être capable d'être très, très explosif, mais il faut le développer. Puis, j'aime beaucoup le concept de développer en étapes. Oui. Donc, on revient encore avec nos 3 étapes, nos 3 progressions. Ce qui est important, c'est le contrôle. Oui. Après, de pouvoir l'appliquer de façon dynamique. Puis après ça, de l'emmener de façon explosive. Lorsque les jeunes travaillent de cette façon-là, un des éléments qui est essentiel, c'est la sécurité. Surtout lorsqu'on parle d'explosion, les genoux, tout ça. Est-ce qu'il y a des consignes particulières pour les jeunes? Oui, je dirais, ce qui est très important, c'est d'être en mesure d'absorber les impacts. Okay. Donc, il y a vraiment une étape d'apprentissage d'absorption des impacts. Il faut penser à ses genoux comme des amortisseurs. Okay. Donc, quand on atterrit soit sur un coussin ou quand on saute par-dessus un obstacle, mais il faut déjà maîtriser cette première phase-là qui est une phase d'absorption des impacts. Et puis, c'est vraiment important parce qu'on se projette dans le temps où est-ce qu'un athlète débute vers l'âge de 10, 11, 12 ans à faire des sauts. Oui. Mais s'il n'apprend pas à absorber les impacts, mais à 17, 18, 20 ans, il va déjà commencer à avoir de la douleur au niveau des articulations. Donc, on veut éviter ça en utilisant les muscles pour absorber les impacts et non vraiment les articulations. On va regarder les exercices et on voit ce que ça donne. Parfait. Donc, parle-nous de ton premier exercice, Pierre. Oui, bien, le premier exercice, c'est vraiment une phase d'apprentissage où est-ce qu'on apprend à sauter par-dessus la haie, d'absorber. On voit ici le genou de Nicolas, il est vraiment en mesure d'absorber l'impact. Oui. C'est absorbé avec la cuisse, les mollets aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est que la tête, il réalise que c'est vraiment les muscles qui vont absorber. C'est une chaîne musculaire. Hein? On voit que ce que tu expliques, là, ce que je comprends bien, c'est que ce que tu veux voir, c'est l'athlète qui prend le temps de bien sentir le mouvement. Et puis, on le voit même avec des joueurs professionnels. Ouais. Quand ils reviennent au printemps, on débute toujours par cette phase-là. Okay. Parce qu'il y a des mauvaises habitudes, des fois, qui se créent durant la saison. Okay. Et puis, c'est une étape d'apprentissage. C'est sûr qu'avec les plus jeunes, c'est une étape qui est un petit peu plus longue. Avec les athlètes plus de niveau élite, mais là, ils sont en mesure de mieux faire une meilleure transition. Ouais.
Le deuxième, là, c'est un petit peu plus vite. Le deuxième, c'est exactement le même mouvement, mais cette fois-ci, on enchaîne. On enchaîne de vraiment sauter par-dessus les haies de façon plus rapide. Donc, il y a toujours un certain contrôle, mais à ce moment-là, on veut accélérer le mouvement puis s'assurer que l'athlète est en déséquilibre, mais qui est en contrôle également. Ouais. On voit que les bras aident aussi dans la propulsion. Oui, parce que c'est un tout. Puis sur la glace, on voit avec la transition, le mouvement de glace, c'est vraiment un mouvement où on a besoin des bras pour gagner de la vitesse. Okay. Puis est-ce qu'on incite les jeunes à aller toujours plus vite à mesure qu'ils maîtrisent le oui, geste? et même on peut aller jusqu'à aller très, très rapidement, mais on arrive à la dernière haie, puis on peut aller en sprintant après par la suite. Alors là, Pierre, on a vraiment une situation c'est un peu différent comme schéma. Mais c'est beaucoup plus représentatif à ce qui se passe sur la glace, où il y a des mouvements latéraux, les accélérations, des fois, il y a des départs de côté. Donc, une fois qu'on a appris les mouvements vraiment de base, qu'on a appris à stabiliser, à absorber, et puis qu'on l'a amené de façon dynamique, là, cette fois-ci, on cherche à vraiment y aller rapidement, de façon très, très rapide. C'est pour ça qu'on garde des haies qui ne sont pas très, très hautes. Le but, c'est d'accélérer le mouvement puis d'y aller de façon dynamique, très, très rapide. Puis on voit là, avec ce qui se passe sur la glace actuellement, c'est exactement ça. Là. On voit l'amplitude, l'explosion, le croisement, etc. On est dans le même registre. Oui, puis on se prépare aussi à changer de direction. Ouais. Donc, le fait d'être capable de stabiliser, ça va amener aussi à être capable de réagir à ce qui se passe sur la glace et puis de pouvoir rapidement changer de direction. Ouais. On voit vraiment là, que les transferts sont évidents. Oui. Écoute, Pierre, c'est vraiment un regard différent sur la façon de s'entraîner. Ça nous amène dans tout ce qui est, le jeu de pied, foot speed, là, de basketball, de football, même de tennis, de sport individuel. Oui, bien, je dirais tous les sports sont axés vers la pliométrie. Il y a énormément de gains qu'on peut faire. Puis on a vu avec les exercices qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Faut que le but de l'entraînement, c'est de garder ça simple, mais d'utiliser vraiment la base de l'entraînement, les fondements de l'entraînement, puis après, on peut l'utiliser de plus en plus. Alors, les jeunes, à l'action. Merci, Pierre. Merci, Danny. Hi, this is Malcolm Subban, and you're watching Hockey Magazine on RDS. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Alors, Éric, superbe casque protecteur, le Bauer React 150. Exactement. J'aime beaucoup l'intérieur du casque parce qu'il semble y avoir des zones de tampons qui permettent probablement d'amortir, de réduire la vibration. Mais une chose qui est particulière avec ce casque-là, effectivement, tu as raison, Danny, ça réduit la vibration, ça absorbe les chocs. Mais c'est le premier casque que Bauer met sur le marché qui fait sur la tête de pratiquement tout le monde. Mais comment ça marche? C'est sûr qu'il y a certaines exceptions, mais l'ajustement intérieur qui est 360, donc tu l'ajustes, tu le mets sur ta tête, il s'ajuste très bien. Et puis Bauer dit qu'il fait à toutes les têtes. Évidemment, il va y avoir quelques exceptions. Tu arrives en magasin, c'est un casque à un prix quand même abordable. Puis tu l'ajustes en 2 petites secondes, puis il te fait bien, puis c'est extrêmement confortable et ça protège très bien. On voit ici là, les espèces de rainures qui permettent de glisser la section de l'arrière vers l'avant puis de réduire comme ça la dimension du casque. Exactement. Puis quand tu l'ouvres avant-arrière, mais aussi les côtés qui s'ajustent. Donc c'est vraiment un ajustement 360. OK. Il est vraiment superbe et le cosmétique aussi, c'est quand même un casque qui paraît très, très bien. Très populaire chez les professionnels aussi. Les oreilles protégées, c'est quand même un détail important. Exactement. Alors ici, Éric, le True, c'est la nouvelle compagnie, on en a parlé dans plusieurs émissions, qui ont des superbes patins qui font une percée quand même assez importante dans la Ligue nationale. Ça, c'est un nouveau casque et j'ai cherché les ajustements à l'extérieur, puis... Il n'y en a pas. Tu vas chercher longtemps. C'est un casque qui s'ajuste par l'intérieur. En fait, tu choisis la bonne grandeur. C'est une coquille, un morceau, avec beaucoup de rembourrage à l'intérieur et des technologies différentes que Bauer CCM offre, mais avec tout autant de protection. Donc, tu as medium, small, medium, large, puis après, c'est pour aller chercher le petit extra pour être bien ajusté, c'est le coussinage à l'intérieur avec cette
coquille intérieure qui vient un peu compléter le tout. C'est exactement ça. C'est très important de prendre le temps en magasin, d'essayer le bon casque qui fait sur la bonne tête pour être bien protégé sur la patinoire, parce que comme tu sais, la tête, c'est vraiment important. Et de là, l'importance des conseillers que vous avez ici en magasin. C'est exactement ça. Alors, Éric, ici, on a le CCM, le 310 de TAC, Oui. 310. Et lui, écoute, je trouve intéressant aussi à l'intérieur, il y a quand même pas mal de protection. Oui, il y a beaucoup de protection dans ce casque-là, qui est un prix qui est beaucoup plus abordable que certains autres modèles de casque, qui offre autant de protection. Plusieurs joueurs dans la LNH ou dans le hockey amateur aimaient beaucoup le CCM V08 qui était à l'époque disponible. Ce casque-là n'est pas identique à ça, mais il vient bien remplacer sur les fanatiques de V08 avec beaucoup de protection et très confortable. Puis je vois aussi à l'intérieur qu'il y a une petite section, tout est jaune, mais il y a du jaune-orange ici. On avait vu tout à l'heure dans une autre émission, un peu plus tôt, on avait vu du jaune-orange sur des épaulettes. Est-ce que ça a un rapport? Oui, c'est un rapport. Texture? C'est une texture similaire. Dans les épaulettes, c'est du D3O. Dans celui-ci, c'est du D3O Light. Un peu plus léger, mais qui absorbe aussi bien les impacts. Puis ça, c'est important parce que là, on est du côté les tempes, donc les coups sur les côtés, ce qui va des fois provoquer, évidemment, des chocs à la tête qui peuvent empêcher le joueur de poursuivre un match ou même de le garder à l'écart du jeu pour un certain temps. Il y a aussi une protection ici à l'arrière, donc c'est vraiment un casque qui a été très bien conçu pour le hockey mineur et pour la protection optimale au niveau des tempes. Un bon sac de hockey, c'est super important. Effectivement, c'est très important. Oui. Puis pourquoi on rit? Parce que la plupart du temps, c'est les parents qui traînent le sac. Ça fait que la semaine prochaine, on va vous présenter quelques-uns. Peut-être quelques-uns avec des roulettes, juste pour vous aider. Bonjour, ici Philippe Dano. Vous regardez Hockey Magazine RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Salut Mathieu, cette semaine, tu nous parles de transition de jeu, de la défensive vers l'attaque, particulièrement pour des techniques le long des rampes pour les ailiers. Oui, parce que souvent, les équipes adverses vont fermer le centre de la glace. Ils vont pousser les jeux vers les extrémités. C'est pour ça que les ailiers ont un travail très, très important pour une sortie de zone. Que ce soit où est-ce qu'ils ont placé la rondelle, ils ont mis un échec avant, ou tout simplement d'une situation de défensive de zone qu'on récupère la rondelle. Parce que souvent, les jeunes, là, ils ne savent pas trop... on est en défensive de zone, on récupère la rondelle, comme là, les rondelles sont en coin de patinoire. On récupère la rondelle. Là, est-ce que je m'en vais me coller les fesses à la bande? Comment je me place? Là? Les joueurs ont un petit peu de difficulté, puis je les comprends, à un peu prendre des décisions, analyser comment se placer dans le territoire. C'est un peu ce que tu veux... Oui, c'est la première chose qu'il va falloir qu'ils fassent, c'est quand ils vont partir, on récupère la rondelle, il faut que j'aille donner une option de passe. Souvent, ça va être à prise d'information. Est-ce que le défenseur ou le joueur, le troisième homme, va venir mettre de la pression? Si oui, bien, mon positionnement va être différent versus que si j'ai de l'espace pour pouvoir patiner. Puis l'erreur qu'on fait souvent, c'est fameuse de se coller sur le bord de la bande. Si tu te colles sur le bord de la bande, souvent, tu vas être limité dans tes actions. Protéger, tu t'exposes. C'est ça. Je m'expose ma rondelle, si je reçois ma rondelle directement, puis si je reçois une rondelle qui est comme roulée sur le bord de la bande, bien là, je suis pris, je suis pas capable de la protéger, puis je suis pas capable de faire de jeu. Fait que, on va essayer de trouver une façon de faire pour pouvoir être le plus efficace possible. On vous observe. Fait que la manière qu'on va fonctionner, on est en défensive de zone, la rondelle, il y a une bataille dans le coin, je couvre ma pointe. Quand je dis go, je veux que tu te donnes une option de passe. Pour l'instant, deux choses. Soit je te donne la rondelle directement ou je la fais rouler sur le bord de la bande. Il n'y a pas de pression, mais quand même, je veux que tu prennes le temps d'observer. Ça veut dire que je suis positionné comme ça. Je dis go, je m'en viens, je regarde, je regarde. J'ai regardé le centre pour le F3 s'il s'en vient sur moi. J'ai regardé la pointe pour voir si lui s'en vient sur moi. Si j'ai de l'espace, je vais me placer un petit peu plus loin que la bande. Pour deux choses. C'est que si la rondelle est roulée sur le bord de la bande, je vais pouvoir rouler avec elle pour la récupérer. Puis si le défenseur il a du temps et de l'espace, puis moi aussi, mais je vais m'ouvrir pour pouvoir recevoir la rondelle et par la suite pouvoir faire mon jeu en patinant. Go!
c'est mieux. OK. Prochain exercice, on est dans le plus spécifique. Là, vraiment, on va travailler sur la lecture de jeu, mais il va y avoir un peu plus de mouvement. Exactement. Parce que, comme on a déjà dit, là, des fois, on le fait de façon machinalement. Là, ça va être vraiment une situation où est-ce qu'il va y avoir une lecture de jeu parce que le défenseur, soit qu'il va mettre de la pression ou il n'en mettra pas. Okay. Et s'il met de la pression, c'est soit qu'il va être collé sur le bord de la bande pour fermer la bande ou il va mettre une pression du centre vers la bande par en avant. Fait que là, le joueur, quand il va réceptionner la rondelle, il devra la protéger puis faire son jeu au joueur de centre qui s'en vient un peu plus en dessous. Là, donc, prise d'information, lecture de jeu. Exactement. Et ensuite, passe-réception. C'est ça. On s'installe. Fait que, go! Super. Bonne lecture de jeu. On a roulé sur le joueur. On a protégé notre rondelle en tout temps. C'est ça qui est important. Tu as protégé ta rondelle. Puis après ça, on avait un bon support. On a un jeu indirect par la bande. On ne fait pas régresser l'attaque. Go! Go! Évidemment, là, on demande à l'ailier de revenir avec la rondelle. Donc, c'est important pour le joueur de centre de prendre une bonne lecture pour ne pas être trop devant, parce que sinon, ça devient un peu plus difficile pour lui d'être une option de passe. Ça, c'est très bien. Il contrôle bien la vitesse. Là, notre attaquant numéro 2, qui est le joueur de centre, contrôle très bien sa vitesse là, sur les séquences. Et donc, ça nous permet d'avoir du mouvement, une contre-attaque rapide et éventuellement même de travailler du côté opposé. Donc, tout ça à cause de la bonne lecture de jeu de votre joueur, de sa capacité à récupérer la rondelle le long de la rampe. Travaillez ça le plus souvent possible, de récupérer des rondelles en mouvement de cette façon-là. C'est vraiment extrêmement important, surtout au niveau un petit peu plus compétitif, que ce soit le Bantam Midget où il y a des mises en échec également. Wow! Alors, à partir d'un éducatif, on était pratiquement en sortie de zone, on était en transition. Il y a eu beaucoup d'éléments à l'intérieur de la session que tu nous as préparée. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le plan technique au départ? Ça va être la prise d'information puis le positionnement de ton corps. Oui. Comment je me positionne pour protéger la rondelle quand j'ai de la pression. Oui. Si j'ai pas de pression, mais comment je me positionne pour être capable de partir le plus rapidement possible. Parce que si je suis positionné puis je suis dos au jeu, là, le temps de pivoter, de pouvoir partir. Tandis que si je suis déjà bien positionné, selon la situation, par ma prise d'information, là, je suis en mesure de pouvoir exécuter un jeu qui va être efficace et rapide. Vous voulez en savoir plus? RDS.ca/Play 360. Eh oui, toute bonne chose à une fin, c'est déjà tout pour cette semaine. Mais qu'est-ce que tu as pour nous la semaine prochaine, Jasper? Je suis allé au Saguenay pour le Challenge Midget 3, ce fameux événement qu'on a parlé depuis le début de la saison. Vous avez dit qu'on en aurait des reportages à ce sujet. Ça va commencer dès la semaine prochaine. De mon côté, avec Éric Dupont, on va revoir toute la science autour de fabrication de bâtons, mais aussi comment on les choisit. Hockey le magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action.